Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ, troisième épisode de Deep Dive, de regardage en profondeur du système Otherscape, le système qui motorise Tokyo Otherscape. Dans ce troisième épisode, on va s'enfoncer un petit peu plus dans les détails de la mécanique. Donc il faut que vous ayez vu les vidéos précédentes pour comprendre, parce qu'on va pas repasser précisément sur ce qu'est un tag, sur ce qu'est un statut. On va aller voir plus en détail les différents types de tags, comment on peut se servir des statuts, un petit peu des subtilités. Et donc cette vidéo, ça va vraiment être le cœur de l'aspect mécanique du jeu. Je pense que dans la vidéo suivante, on ira voir du côté de la création de personnages, parce que c'est quand même un truc qu'on a souvent envie de voir dans un jeu de rôle, quand on s'intéresse à son système de règles. Et par la suite, on ira voir quelques petits aspects supplémentaires, typiquement le loadout, qui a une spécificité, et aussi la progression des personnages, même si on va peut-être commencer à l'aborder un petit peu aujourd'hui. Avant qu'on continue, si vous suivez cette série, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pour montrer votre intérêt en fait pour ce jeu, ça ferait ultra plaisir. Et puis dites-moi si vous avez commencé à tester Tokyo Otherscape, si vous aviez joué à City of Mist, à Legends of the Mist, si c'est des jeux qui vous intéressent. Et éventuellement, si je commets une imprécision, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Une autre petite chose aussi, je rappelle que ce qu'on regarde en ce moment, ce sont des PDF qui sont pas les PDF finaux, donc c'est susceptible à quelques petits changements. Il manque parfois une ou deux illustrations à droite à gauche, mais globalement, ce que vous voyez là, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le jeu. C'est avec ça que j'ai commencé à tester le jeu personnellement, à l'heure où je vous parle. Mais il faut quand même garder en tête que c'est pas la version finale. Donc on est reparti pour la suite un petit peu du détail de la mécanique. Donc comme je le disais, on va pas reparler de ce qu'est un tag, un statut et un thème basiquement. On va avancer un petit peu en commençant par regarder une feuille de personnage. Alors je vous en ai déjà montré une dans une vidéo précédente. Donc ça c'est une feuille de personnage de Tokyo Otherscape, d'un pré-tiré en l'occurrence, qui est incomplète. En réalité c'est pas ça la fiche de personnage. La fiche de personnage, je vais vous montrer comment elle se présente autrement. La fiche de personnage que vous pourriez imprimer chez vous, elle ressemble plutôt à ça. C'est plus sobre. En gros, elle va se décomposer en une feuille de base un petit peu où vous allez mettre votre nom, les notes sur votre personnage, et vous allez avoir pas mal de trucs liés à l'évolution qu'on va peut-être pas vraiment voir dans cette vidéo. Vous allez trouver vos 4 thèmes dont on a déjà parlé dans la première vidéo, qu'on va revoir sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos tags, etc., qui définissent vraiment mécaniquement votre personnage. En fait, vous pourriez imprimer ça sur une feuille cartonnée par exemple et les découper, ça vous ferait comme des petites cartes. Donc on a 2 versions, je sais pas trop pourquoi j'ai 2 versions là. Ah oui, il y en a une peut-être en couleur et l'autre où il n'y a pas de couleur. Donc ouais, globalement vous auriez très certainement, si vous jouiez en physique, soit un pré-tiré qui se présenterait à peu près comme ça, et vous aurez besoin d'une feuille blanche à côté pour noter quelques petits autres trucs, soit d'une feuille qui va vous suivre un petit peu partout, et de quatre petites cartes à côté qui représentent vos thèmes avec vos tags et qui vont être amenés à évoluer, et peut-être que vous allez en perdre, en reprendre, etc., etc. Moi, personnellement, je vais vous montrer comment je m'en sers pour jouer à distance. C'est que je me suis fait des sortes de fiches sur Canva, donc un logiciel pour faire un peu de la mise en page, tout ça. Et c'est comme ça que ça se présente. En gros, il y a un espace pour écrire le nom du personnage, un pour mettre une image. Si on peut noter l'essence, je sais pas si on va en parler aujourd'hui, on va voir. Ici, des story tags, éventuellement, on en parlera après. Quelques notes d'évolution. Ici, des trucs pour mettre de l'équipement. Et ici, les thèmes. Donc, c'est ça qui représenterait les 4 cartes, là. Les 4 fameuses cartes qu'on a vues juste avant pour les 4 thèmes. On va plutôt regarder, une fiche de pré-tiré comme ça. Donc, en gros, personnage, voilà, il y a son illustration, il y a son nom. Donc, ici, on a Unagi. Et ici, on va avoir les thèmes. Donc, vous voyez qu'ils sont de différentes couleurs. On a le violet, c'est un thème qui va être lié au mythe. Le bleu clair, comme ça va être un thème qui va être lié au noise, donc à la technologie. Et en rouge, ça va être des thèmes liés à notre personnage. Sur chacun de ces thèmes, on va avoir d'abord le type du thème. Donc là, par exemple, c'est un thème de transformation. Là, c'est un thème d'expertise. Là, un thème d'horizon, un thème de cyberware. Donc, cyberware, ce serait lié à de l'équipement, des modifications de notre corps. Horizon, ce serait un objectif, ce serait un thème lié plutôt à un objectif, à quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Expertise, ce serait un thème lié à une de nos compétences. Et transformation, ce serait un thème lié à un mythe qui nous permet de nous transformer, de changer notre corps. Un peu l'équivalent, d'une certaine manière, un peu l'équivalent du cyberware, mais pour du mythique, quoi, vu que ça modifie notre corps. Alors d'ailleurs, ça, je pense que c'est une coquille parce qu'il n'y a plus ce type-là de thème, en tout cas pas dans le bouquin de base. Donc ça vient peut-être d'un supplément, je sais pas trop honnêtement. Mais bon, voilà, peu importe. Ça, c'est on va dire, la couleur, ça nous donne la famille, technologique, mythique ou humain. Ici, c'est plutôt, grosso modo, le type. Et en dessous, on a le titre du thème, notre tag principal. Donc, par exemple, c'est une Hill Princess, donc une princesse anguille.
Ensuite, son expertise, c'est scavenger, donc c'est charognard, c'est un peu une pillarde qui ramasse des objets, quoi. Son horizon, là, c'est looking for Naoko, donc c'est qu'elle recherche Naoko, qui, si je lis la description en dessous, est sa petite sœur. Donc c'est un de ses objectifs, qui est tellement important pour le personnage qui le caractérise et que ça fait de lui un thème du personnage. Ensuite, on a Deep Delve Scanner, donc c'est une technologie cybernétique dont dispose le personnage qui lui permet de scanner des trucs, d'avoir une perception améliorée très certainement. Donc ça, c'est un des tags, c'est le tag principal de chaque thème, quoi. Ensuite, on a 2 autres tags en dessous qui sont déjà débloqués. Et tous ces tags là, ces 3 là, ces 3 là, ces 3 là, ces 3 là, c'est ce qu'on appelle des power tags. Donc c'est-à-dire qu'ils sont forcément positifs. Ça, c'est le truc à retenir, c'est qu'un power tag, il est forcément positif et il y a que les PJ, les personnages joueurs qui ont des power tags. Ensuite, on voit qu'il y a des tags qui sont pas colorés ici, c'est des tags qu'on peut débloquer plus tard, qui n'ont pas encore été débloqués. Donc en progressant avec le personnage, on pourrait débloquer ces autres power tags. Le tag qui est en jaune ici, c'est un weakness tag. Donc un weakness tag, au contraire, il sera toujours négatif pour notre personnage. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est pareil. Il y a que les PJ qui peuvent avoir des weakness tags de la même façon que les power tags. Ça, vous trouverez ça que sur la feuille de personnage, les weakness tags et les power tags. Si on peut voir qu'on a une partie loadout où on peut mettre de l'équipement, pareil, ça, je pense que c'est pas tout à fait mis à jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pouvoir avoir des power tags et des weakness tags qui viendront de l'équipement qu'on choisit d'emmener avec nous en mission et qui donc, eux, vont plus facilement être interchangeables d'une mission à une autre. Qui caractérise moins notre personnage, c'est plutôt des trucs qu'on a pris spécifiquement pour cette mission-là, pour venir compléter un peu notre répertoire de tags sur lesquels on va déjà pouvoir s'appuyer de base. Ensuite, en dessous, on a aussi à chaque fois une sorte de grosse phrase comme ça, là, écrit en gros ici. Et ça, ce sont c'est entre guillemets des guides de roleplay pour nos personnages. On en reparlera sûrement en parlant de la création de personnages. Typiquement, ça va être des choses qu'on doit poursuivre si on veut garder nos thèmes là. Nos 4 thèmes qu'on a au départ, ils ont chacun une sorte de petite mission entre guillemets qui leur est attribuée et on doit suivre cette mission. Si on ne la suit pas, en fait, au fur et à mesure, nos thèmes, on va les perdre. On va cocher les petites cases qui sont ici. Vous voyez, ici, il y a... Alors, la résolution est pas ouf quand je zoome. Il y a fade et attention. Et donc, si on ne prête pas, si on ne poursuit pas nos objectifs, au fur et à mesure, on va cocher des cases de fade. Et si on coche 3 cases de fade pour un de nos thèmes, on le perd et on le remplace par un autre thème. Donc, typiquement, pour le plus simple à comprendre, c'est looking for Naoko. Hein. Je cherche ma petite sœur. Donc, où que tu sois, je te retrouverai Naoko. Si, à un moment donné dans l'histoire, j'ai la possibilité de suivre les traces de Naoko, le MJ me tend une perche, etc., ou j'ai des indices qui pourraient me mener à trouver Naoko, etc., et que je refuse de le faire, je vais cocher une case de fade. Et si je coche 3 cases de fade et que j'arrête de poursuivre ma petite sœur, ça veut dire qu'en fait j'ai fini par l'abandonner, quoi. Et donc ce thème, cet objectif d'horizon de trouver Naoko va disparaître et être remplacé par quelque chose, peut-être, je sais pas, je me suis résigné, ou alors j'ai décidé de privilégier un autre objectif, une autre faction, la poursuite de la connaissance à la place de sauver ma sœur, donc ce qui peut être un peu tragique hein, qu'on se le dise. Et donc en fait mon thème Looking for Naoko, je vais le perdre, je vais le remplacer par un autre. Ensuite sur la partie du bas là, ici vous voyez là où c'est écrit loading. Ici, ce sont des améliorations de thèmes. Et donc là, je vais avoir des capacités spéciales, des mécaniques spéciales supplémentaires qui vont pouvoir s'ajouter à mes thèmes. Genre, par exemple, des trucs, en gros, qui cassent les règles de base. C'est vraiment des capacités spéciales qui pourraient aussi venir s'ajouter avec ma progression. Le dernier truc à voir un petit peu sur la fiche de personnage, c'est qu'ici, j'ai 3 cases. Alors, pareil, la résolution fait que vous voyez pas, qui sont attention. Donc, c'est est-ce que je prête attention? Est-ce que j'ai joué mes défauts? En gros, c'est ça. On va pas se le cacher. Si je joue mes weakness tags, là, mes tags de faiblesse, qui sont toujours négatifs, par exemple, le fameux socially awkward qu'on avait vu dans la première vidéo. Si je le joue, c'est-à-dire que je m'impose un malus, ce tag est utilisé pendant la partie, je vais pouvoir cocher de l'attention, et quand j'aurai coché 3 cases d'attention sur un de mes thèmes, c'est à ce moment-là que je pourrai débloquer une évolution sur mon thème. Par exemple, débloquer un de mes tags, mes power tags que j'avais pas encore débloqué, ou débloquer une nouvelle capacité, etc. Donc en fait, en jouant mes faiblesses, entre guillemets, en faisant un peu du play to lose, en jouant les défauts de mon personnage, c'est comme ça que je vais pouvoir le faire progresser. Voilà, ça c'était une revue rapide de la fiche de personnage. Donc en gros, vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de chiffres hein, sur une fiche de personnage de Otherscape, c'est plutôt des mots, des tags. Donc si on devait résumer, les tags, ils se divisent en plusieurs catégories. Les power tags, qui sont des tags permanents, qui décrivent une partie essentielle de mon personnage et qui sont toujours utiles, quoi, qui sont un avantage. On a aussi les weakness tags, qui sont des tags pareils, permanents, qui décrivent une partie problématique de mon personnage. On a ensuite les statuts dont on avait parlé la dernière fois,
qui eux sont nivelés en tiers de 1 à 6 et qui sont plutôt des trucs temporaires et qui peuvent être amenés à évoluer. On en avait déjà parlé, qui sont pas directement rattachés à la fiche de personnage et qui d'ailleurs d'autres choses que les personnages joueurs pourraient être affectés par des statuts. On a les loadout tags, donc c'est ces fameux tags d'équipement là dont on parlait qui se trouvent ici sur la fiche de personnage au-dessus de mes tags de mes 4 thèmes là. Et enfin, il y a un dernier truc, c'est les story tags. Donc ça, c'est des tags situationnels qui décrivent quelque chose dans la scène. Par exemple, qu'il pleut, la météo, l'environnement, par exemple, qui est glissant, une créature qui a été invoquée, par exemple, un spectre, ça peut être un story tag, une arme improvisée qui dépend pas spécifiquement de mon personnage ou de l'équipement qu'il a emmené en mission, mais genre je récupère une barre de fer que j'ai trouvée par terre, bah, ça fait un story tag qui est une barre de fer. Contrairement aux power tags qui sont toujours positifs et aux weakness tags qui sont toujours négatifs, les story tags, en fonction de la situation, ils peuvent être positifs ou négatifs, ça va dépendre de la situation, ils ne sont pas déterminés comme positifs ou négatifs au moment où on les insère dans une scène. Ça peut être le MJ qui les amène, ça peut être un PJ qui fabrique un objet qui devient un story tag, etc. C'est plus situationnel. De la même façon que les statuts sont pas forcément négatifs ou positifs, ça va dépendre de comment on va les définir. Et donc ici, on a plein d'exemples de tags. Donc par exemple, un tag de qualité, genre je suis fort, je suis rusé, je suis charmant. Ils sont très très larges ces tags. Un tag d'équipement, genre un fusil d'assaut, un missile, une cape d'invisibilité, etc., etc. On a également, vous voyez ici des exemples de statuts. Donc bruised, ça veut dire égratigné, quoi. 2, ou bien malade 5, ou ultra chargé 4, etc. Donc on a toutes sortes d'exemples. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les tags, en dehors des statuts qui ont différents tiers, ont tous la même valeur. C'est-à-dire qu'ils valent 1, ça peut être un plus 1 ou ça peut être un moins 1. Un truc qui est assez important ici, on nous dit tout n'a pas besoin d'être un tag. C'est-à-dire que quand il y a une scène, vous n'êtes pas obligé de créer 5000 tags. Au contraire, il vaut mieux se concentrer sur quelque chose sur lequel on a envie de mettre un spot. Et là, c'est surtout pour les story tags. Parce que vos tags, là, sur votre fiche de personnage, bon, eux, ils vont vous accompagner partout. Ils sont sur votre fiche de personnage. Mais les story tags, là, ces trucs situationnels, en fonction de la scène, ils vont, ils viennent. En fonction de la scène, il va y avoir des choses qu'on va vouloir mettre en avant ou pas. Et il va falloir choisir. Si vous êtes dans une course-poursuite, chaque voiture de cette course-poursuite, si vous êtes sur l'autoroute, vous n'allez pas créer 30 tags pour les 30 voitures. Vous allez créer un tag genre circulation intense sur la route, par exemple. De la même manière, quand il va y avoir des adversaires à affronter, vous n'allez pas forcément, je sais pas, vous devez affronter 10 spectres, vous n'êtes pas obligé de créer 10 tags spectres. Vous pouvez dire qu'un groupe de spectres, c'est un tag. Vous dites, je sais pas, une nuée de spectres. Voilà, ça c'est un tag. Donc, en fonction de votre ressenti, en fait, de comment vous voyez le truc, au fil de vos parties, vous allez affiner ce pourquoi vous pensez qu'il devrait y avoir des tags ou pas. Comme ça, au début, on peut se dire, mais c'est hyper flou. Mais en fait, c'est vraiment une boîte à outils. C'est ça qu'il faut comprendre. De la même façon, on a un autre conseil ici, c'est plus de détails égale plus de pouvoir. C'est-à-dire que, comme tous les tags ont le même pouvoir, hein, c'est-à-dire c'est plus 1 ou moins 1, ont la même capacité à changer la fiction. Avoir un couteau et un lance-roquette a le même pouvoir dans la fiction, la même influence sur les conséquences de l'histoire. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout simulationniste. De la même façon que dans une scène, dans un film, il peut y avoir un extrêmement puissant combattant. On se dit, bah normalement, je veux dire, il est forcément beaucoup plus fort que le Hobbit à côté. Oui, très certainement que matériellement, il est beaucoup plus fort que le Hobbit à côté, mais le Hobbit à côté, on a décidé que c'est un des personnages principaux de l'histoire, et donc il a le spotlight, et il peut avoir autant d'impact dans la scène que Gandalf, en fait. C'est un peu la même idée. Dans un film, un couteau pourrait avoir autant d'impact qu'un rocket launcher. Ça dépend juste de la situation et de l'importance qu'on a envie de donner à cet objet. D'où le côté narratif et cinématique plus que simulationniste. Ici, on n'essaie pas de savoir ce qui est plus fort, moins fort en réalité. Et ce qu'on nous explique, c'est que si on veut rendre un objet, par exemple, beaucoup plus fort, on peut lui donner plusieurs tags, en fait, tout simplement. Par exemple, un rocket launcher, c'est un tag. On pourrait lui ajouter qu'il a des munitions anti-tank, un deuxième tag, une incinerating payload. Alors ça, je sais pas trop le traduire, mais peut-être que il y a une charge explosive ou incinérante à l'intérieur. Il a en plus un tag de détection des points faibles et par exemple qu'il a un système de guidage. Enfin, genre, on pourrait lui ajouter des tags comme ça au fur et à mesure, avec tous ces tags cumulés qui peuvent tous s'appliquer à la même action à un moment donné. Bah oui, là, le rocket launcher, il va être ultra puissant. Mais par exemple, s'il tire pas sur un tank, eh ben, le tag anti-tank, munitions anti-tank ne s'appliquera pas, etc. Donc, tout ne va pas s'appliquer tout le temps, vous voyez. Et là, on parle d'un objet qui est ultra détaillé. La plupart du temps, vous n'allez pas avoir envie de détailler chaque objet avec son type de chargeur, son machin et tout. C'est juste un exemple de comment vous faites pour rendre plus puissant quelque chose dans le jeu mécaniquement. Si vous trouvez que c'est important, bah, vous lui ajoutez plusieurs tags. Vous mettez pas un tag plus fort, ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Ensuite, quant à la durée des tags, on nous dit que il faut suivre ce qui nous semble logique pour la narration.
C'est un jeu narratif. Il n'y a pas de règle dans le dur. C'est-à-dire que un statut prone 3, donc c'est-à-dire que je suis à terre 3, il s'arrête dès que mon personnage se relève. Donc ça veut dire que si je fais un jet de dés et qu'on considère que l'enjeu c'est de savoir si j'arrive à me relever ou non, on va pas chercher à savoir si j'ai assez de pouvoir pour diminuer le statut prone 3 à 0 ou tous les détails mécaniques qu'on a abordés dans les vidéos d'avant et qu'on va continuer à explorer après. Il faut se souvenir qu'ils sont là pour servir la narration, pas pour hard-coder le jeu. De la même manière, un tag qui serait par exemple access code, une fois qu'il a été utilisé et que pour ouvrir la porte là, et qu'on est parti et que 2 semaines plus tard, il y a les hackers, ils ont rechangé tous les firewalls, ils ont changé tous les mots de passe par exemple de la corpo qu'on a essayé d'infiltrer. Mon tag access code, il expire parce qu'il sert plus à rien, vous voyez. Donc il faut aussi suivre le bon sens en fait, et c'est là qu'il va y avoir de l'arbitrage pour savoir par exemple la durée d'un tag. C'est pas un truc mécanique comme ça rigide. On nous dit que par moment, les règles vont nous appeler à brûler un tag. Ça peut être fait en tant que conséquence. Par exemple, si je reviens ici sur ce personnage, il avait un tag, je sais pas, en étant princesse anguille, là, il avait le tag peau glissante. Donc peut-être qu'il peut l'aider à s'évader, ou l'aider par exemple si elle essaye de glisser sur un toboggan, de fuir en glissant sur un toboggan, je sais pas, on peut trouver des manières créatives de le faire. Mais imaginons, moi je décide qu'elle se fait attaquer au lance-flamme, elle n'arrive pas à esquiver, elle pourrait subir la conséquence que sa peau est brûlée. C'est un peu violent. Hein. Et donc, je dirais, bah voilà, tu burn ton tag Slippery Skin, tu peux plus l'utiliser. Donc, on peut aussi annuler des tags, même s'ils sont, on disait tout à l'heure que les power tags sont permanents. En fait, ils sont permanents, mais on peut les perdre temporairement, mais ils reviennent. C'est dans ce sens-là qu'ils sont permanents, c'est qu'on finira par les récupérer. Après, on pourrait les perdre définitivement avec l'évolution de personnage, mais peu importe. C'est du chafouinage. Donc, burning tags, quand il y a un tag qui est burn, on peut plus l'utiliser. Et ça, un tag qui peut être burn, ça peut être celui d'un personnage, ça peut être celui de son loadout, de son équipement, ça peut être un story tag, donc un tag contextuel, etc. Un power tag, donc un tag de personnage qui est burn, ne peut plus être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été récupéré. Un story tag qui est burn est détruit. Globalement, la récupération d'un power tag, elle va se faire quand il y aura un downtime, la plupart du temps, c'est-à-dire un moment où on est au calme, etc., où on peut se soigner, entre guillemets. Et on verra aussi que un joueur peut décider volontairement de cramer un de ces tags. Ça, c'est assez intéressant comme mécanique. Tous ces tags-là, vous devez plus en pouvoir d'entendre tag, tag, tag. Pour ce qui est des power tags et des weakness tags, ils vont se retrouver dans des thèmes. Donc, les thèmes, ce sont des aspects majeurs du personnage. Ils peuvent être de type self, donc perso. Dans ce cas-là, ils vont tomber soit dans la catégorie affiliation, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à une faction spécifique. Ça peut être un asset. Donc, dans ce cas-là, ça va être par exemple un équipement, quelque chose comme ça, un appartement, on va dire un truc qu'on a en plus. Une expertise, ça va être une compétence. Un horizon, ça va être un objectif. Personality, ça va être vraiment un trait de notre personnalité. Et Trouble Pass, ça va être un truc de notre passé, par exemple. Tout ça, c'est des trucs liés à notre personnage. Ensuite, dans le mythos, on va avoir catégorie, on va avoir les artefacts, donc ça va plutôt être des objets magiques, etc. Un compagnon potentiellement mythique qui nous suit, un ifrit, quelque chose comme ça, un homoncule peut-être. Ésotérica, ça va plutôt être des connaissances, des sortilèges, etc. Et exposure, c'est carrément notre nature même qui est mythique. Ensuite, en termes de noise, donc de cyberware, de technologie, on va avoir la catégorie augmentation comme thème, on va avoir la catégorie cutting edge, donc c'est une technologie qui nous donne vraiment un coup d'avance, un avantage sur la concurrence. Cyberspace, donc plutôt tout ce qui va être l'internet, finalement, peut-être le hacking aussi, mais pas nécessairement. Un cutting edge, ça peut être qu'on a un super programme de hacking, etc. C'est vraiment des grandes catégories, vous voyez. Et drones, c'est un peu l'équivalent du compagnon, mais pour du cyber, quoi. Et en fait, notre équilibre, vous voyez, nos 4 thèmes là, en fonction de notre équilibre entre les 3 types que sont la technologie, le mythique et le personnel, ça va déterminer notre essence. Donc on le voit ici sur la fiche de personnage. Alors pareil, si je zoome, ça va être un peu pixelisé. Elle a un thème de mythos, un thème de mythe, donc c'est 2 thèmes de mythe, pardon, donc c'est de la viande, c'est du self, et un thème de noise. En fait, je me dis que là, vous voyez, cette fiche, elle n'est pas à jour. C'est ça que je disais, c'est pas la version finale parce que ils ont remplacé mythe ici par self. Donc ouais, en fait, en fonction de notre équilibre entre self, mythos et noise, on va avoir une essence différente. Si je suis full noise, je suis à la limite de devenir une machine, quoi. Si je suis full mythos, je suis à la limite de me transcender, de devenir, d'incarner un mythe. Si je suis full self, je me suis éloigné de ça. Et en fonction de l'équilibre, on va avoir différentes essences qui ont un impact mécanique. Ça nous donne une petite capacité différente en fonction de l'équilibre, où on en est en termes d'équilibre entre nos thèmes. Donc là, la motivation, voilà, c'était ça. La motivation, c'est le truc dont je vous parlais, c'est la sorte de petit objectif de notre thème. On en a parlé juste avant. Et le decay, c'est quand on ne suit pas notre motivation, au fur et à mesure, nos thèmes vont se détériorer et on va peut-être avoir à changer de thème. Donc tout ça, on en a déjà parlé plus ou moins en regardant la fiche de personnage.
Ensuite, on va avoir un autre thème qui va être partagé par tout le groupe, lui, pour le coup. C'est le crew theme, le thème de groupe. Et donc, c'est un thème dans lequel on va pouvoir aller puiser des power tags avec tout le groupe. En fait, c'est une sorte de pot commun. Et n'importe quel joueur peut invoquer des tags du crew theme, que ce soit un power tag ou un weakness tag, peu importe. Une fois qu'il est invoqué, ce tag est burned. On peut plus s'en servir jusqu'à ce qu'il soit récupéré à la fin de la séance, etc. On peut avoir aussi des tags. Alors moi, on s'en est pas encore servi dans notre test. Pour l'instant, on se limite un petit peu en termes de mécanique. D'ailleurs, je vous conseille de commencer simple, de pas forcément vouloir tout essayer la première fois que vous allez essayer un jeu comme ça qui peut être un peu différent. Vous pouvez créer des tags qui vont représenter vos relations avec les autres membres du groupe. Donc chaque personnage aura une relation avec chaque autre joueur. Donc en gros, vous allez avoir autant de tags qu'il y a d'autres membres dans le groupe, de tags de relationship. Vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire qu'ils sont pas burn une fois que vous les utilisez, vos tags de relation. Donc ça fait une différence avec les fameux thèmes d'équipe. Et le MJ peut retourner ces tags de relation contre vous comme des weakness tags s'il le souhaite. Donc si on regarde d'ailleurs la fiche de personnage qui peut être remplie là, vous voyez que ici, là où sur le pré-tiré, on avait que en gros les quatre cartes de thème de notre personnage, ici on a un espace pour mettre nos relations avec les autres personnages de l'équipe. On a un espace ici pour faire notre essence là. Donc vous voyez que si par exemple j'ai que des tags, des thèmes de self, je vais être un punk. Que des thèmes de technologie, mon essence va être singularité. Donc je suis quasiment une IA en fait. Si j'ai que des thèmes de mythe, je vais devenir un avatar potentiellement ou un conduit. Bon là on est vraiment on va pas en parler dans cette vidéo, on est vraiment dans les petits détails, les petits trucs qui nous importent assez peu. Si j'ai un équilibre plus ou moins, alors pas un équilibre parfait, mais que j'ai au moins un thème de chaque, je vais être un Nexus. Et si j'ai que des thèmes de techno et de personnalité et de self, je vais être un cyborg. Si j'ai que des thèmes de self et des thèmes de mythos, je vais être un spiritualiste. Et si j'ai que des thèmes de techno et de mythique, je vais être un transhumain. Donc maintenant que je vous ai bien pourri avec tous ces thèmes, vous devez plus en pouvoir. C'est un petit peu la petite barrière à l'entrée là, d'entendre les mêmes mots 50 fois. On va avancer un petit peu. D'ailleurs, j'en profite en avançant pour vous dire que honnêtement, là comme ça paraît compliqué, mais dès la première partie, c'était très très simple pour moi. Évidemment, on n'a pas encore utilisé toutes les subtilités du système, mais j'ai aucun doute que le jeu est hyper simple honnêtement, parce que en fait, il y a que à acquérir un petit peu le vocabulaire. Il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Il n'y a pas besoin de mémoriser énormément de règles. C'est assez fluide en fait. Donc on nous reparle du scene, de comment faire avancer une scène. Donc là en fait on va plus en détail sur ce dont je vous ai parlé dans la première vidéo sur establish, conséquences, etc., etc. On va pas repasser dessus. On va reparler un petit peu par rapport à la première vidéo des challenges et des threats. Donc je vous avais parlé du fait que en gros en tant que maître du jeu, si vous voulez préparer un petit peu en amont, ce que vous pouvez préparer, c'est des challenges, c'est-à-dire des défis, etc., et établir un petit peu les menaces qui pourraient peser sur vos joueurs, c'est-à-dire grosso modo les enjeux des actions que vont faire vos joueurs. Et donc vous voyez que c'est pas simplement des profils de PNJ ou des profils, on va dire, de monstres, etc., où ils ont de la force, de l'intelligence, etc. On pense plus en termes d'obstacles, de scènes où il y a un enjeu, etc. Et donc ça va pouvoir être plein de choses différentes. Un challenge, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un que les PJ doivent défendre. Ce qu'on peut établir comme menace pour ce challenge, c'est le VIP qu'on doit défendre va être under attack. Il peut être blessé, etc. Ça, c'est un challenge en soi. Ça peut être un attaquant. Donc là, c'est vraiment un ennemi, c'est classique. Hein, je vais pas vous expliquer. Ça peut être un hasard, un obstacle. Ça peut être un compte à rebours. Ça peut être un mystère aussi dont on veut traquer la progression. On veut en faire un challenge. Ça peut être une poursuite. Ça peut être une tentation aussi. Ça, c'est vrai que tout le monde ne va pas vouloir le faire. Et en fait, vous n'êtes pas du tout obligé d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui laissent... beaucoup de jeux qui laissent le roleplay juste à la discussion. Dans ce jeu, eh ben, avec les mécaniques qu'on vous propose dans cette boîte à outils, en fait, vous pouvez tout à fait rendre un peu plus ludique tout ce qui va être négociation, etc., comme le font certains jeux. Je sais pas, par exemple, je pense, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est la légende des 5 anneaux, où il y a tout un système pour faire ça qui existe, un sous-système. Là, en fait, juste avec la mécanique de base, le système de base, vous pouvez très facilement émuler un débat, quelque chose comme ça, en faisant, en gros, qu'il y a un statut à atteindre qui soit convaincu, par exemple, convaincre quelqu'un, qui puisse vous mettre des tags du genre connaît tous vos secrets, ça vous donne un désavantage à chaque fois que vous voulez lui dire un truc, ça vous
vous êtes un peu sur la réserve, vous êtes prudent, etc. Vous pouvez vraiment jouer avec la mécanique et simuler plein de challenges différents, donc ça c'est assez cool. Et d'ailleurs, ce qui est aussi cool, c'est que c'est pas parce qu'il y a une scène où vous décidez de faire ça, de rendre ça plus mécanique, que vous êtes obligé de le faire à toutes les scènes. Vous pouvez le faire en un seul jet de dés ou juste à la narration dans d'autres scènes. C'est vraiment le côté boîte à outils. On vous dit que ce que vous pouvez faire aussi, c'est combiner différents challenges dans une même scène pour créer justement difficulté à faire des choix. En même temps, je dois protéger mon asset, faire en sorte que son statut, par exemple blessé, ne monte pas trop haut, celui du VIP, parce que sinon il est mort. Et en même temps, je dois désamorcer la bombe, donc je dois faire avancer le statut désamorçage de la bombe. Mais en même temps, je dois me défendre des mecs qui m'attaquent, etc. Et donc il peut y avoir plusieurs menaces en même temps, et je vais devoir choisir à laquelle je vais faire face. Et si on a une à laquelle je fais pas face, je vais devoir subir les conséquences quoi qu'il en coûte, quoi. Donc on peut augmenter l'intensité et la complexité d'une scène en mettant plusieurs challenges en même temps. On peut aussi, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut mettre des hard open, c'est-à-dire que dès le début d'une scène, vous pouvez imposer des tags ou tout de suite infliger un statut à vos joueurs ou à un de leurs adversaires, par exemple. Vous pouvez mettre un statut camouflé 3 à une escouade d'élite qui tend une embuscade à vos PJ dès le début. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les PJ ils aient raté un jet de dés pour leur faire subir cette conséquence-là. C'est une boîte à outils. On n'est pas dans un jeu prescriptif. Donc vous pouvez vous amuser avec ces statuts et ces tags, expérimenter différentes manières d'approcher les scènes, voir ce qui vous va. Et je pense que si je fais d'autres démonstrations de jeu, peut-être une petite partie en mode actual play ou qu'on joue ensemble à l'occasion. Bon là, en ce moment, ça va pas être possible. Vous verrez peut-être que je ferai des propositions sur Discord. Ça sert à rien de venir me demander. Je ferai peut-être des propositions de parties de découverte sur Discord. Et dans ce cas-là, vous pourrez voir ça à l'œuvre. Honnêtement, c'est pas compliqué. Je vous invite même, moi, ce que je fais souvent quand j'ai un nouveau système comme ça, c'est à tester tout seul chez moi, de me faire des petites scènes, des petits trucs. Parce que quand on lit, tout peut paraître compliqué. Quand on est dans l'exécution, ça s'éclaircit souvent rapidement. C'est vraiment quand on passe à la pratique qu'on sait ou pas si c'est simple ou pas. C'est pareil pour le spotlight. Le fait de dire, ah, ok, c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? La dernière fois, on avait vu un petit peu le game flow, mais en fait, on est souple. C'est pareil, ça fait partie de la boîte à outils. C'est globalement comment ça devrait se dérouler. Si on veut qu'il y ait un joueur qui puisse faire 2 jet de dés d'affilée, enchaîner 2 actions, on y va. On n'est pas obligé de tout régler en un seul jet de dés. Si par exemple, il veut d'abord, je sais pas, préparer un sortilège pour se buffer, j'en sais rien, avant de faire son attaque, ça va sûrement donner lieu à 2 jets de dés. On peut tout à fait le faire. Donc là, on repasse aussi en détail. Là, on a des exemples à proprement parler de jeux, de quand est-ce qu'il faut jeter les dés, etc. On nous dit que pour jeter les dés, il faut attendre que ce soit dramatique et incertain. Et on nous dit bien que ça va dépendre de votre table. Donc encore une fois, on vous dit le MJ est l'arbitre final là-dessus. Donc c'est un jeu, une boîte à outils dans laquelle il va y avoir de l'arbitrage à faire sur qu'est-ce qu'on utilise à quel moment. On nous réexplique un petit peu comment fonctionnent les lancers de dés. On compte les tags. On commence par compter les tags du PJ. Donc en général, c'est le PJ qui va le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être là à regarder derrière l'épaule de votre joueur s'il choisit les bons tags nécessairement. Vous pouvez lui faire confiance. Il va choisir les power tags qu'il considère utiles et les weakness tags qu'il considère utiles la plupart du temps. Peut-être au début, vous allez un peu le guider, il va falloir vous mettre d'accord. Mais à la fin, globalement, en général, ça va être le PJ qui va dire « Ok, moi j'ai ça comme tag qui s'applique à cette situation. Boum, on y va. » Vous, de votre côté, en tant que MJ, vous allez plus vous concentrer sur les story tags, donc les tags de l'opposition, du terrain, etc. Vous demandez qu'est-ce qui est pertinent. Et on va faire l'addition des tags positifs et la soustraction des tags négatifs. Ensuite, on regarde les statuts. Le statut positif qui a le tiers le plus élevé et le statut négatif qui a le tiers le plus élevé. Et enfin, il y a l'échelle. Là, l'échelle, c'est un peu de la mécanique un peu plus avancée. On y revient après quand on arrive à la page principale sur l'échelle. Mais honnêtement, vous pouvez jouer sans l'échelle pour commencer. Prenez pas la tête et ajoutez ça quand ça vous semblera nécessaire. Le truc qui est important, c'est vraiment, ici on nous le rappelle, en fait ces petites cases, c'est vraiment les trucs les plus importants parce que tout ça finalement on vous réexplique plus ou moins le truc du début en plus en détail. Ces petites cases-là, elles sont vachement intéressantes parce que c'est vraiment les conseils sur comment s'en servir et on vous dit bien, n'utilisez que les tags qui sont directement pertinents où c'est une évidence. S'il y a une question qui se pose pendant trop longtemps, on avance, le MJ tranche et on reverra plus tard. Des tags qui sont pas directement pertinent pour l'action, où on interprète trop largement le tag pour en profiter, etc. En général, c'est pas trop une bonne idée. Il vaut mieux s'en servir, par exemple, pour une action qui sert à en préparer une autre. Si, par exemple, j'ai la capacité invoquer des spectres, vous voyez, et que je me dis, ouais, j'attaque le mec en lui balançant tout ce que j'ai, je lui envoie des spectres, en même temps, je lui tire dessus avec mon flingue, etc. Et c'est trop. Vous allez pouvoir mettre, si vous décrivez ça comme action, vous pouvez dire, ouais, je suis ultra rapide, vous mettez tous vos tags, c'est un gros bordel. C'est pas vraiment comme ça que c'était pensé. Typiquement, si vous voulez attaquer avec un spectre, en général, vous allez plutôt d'abord créer un spectre et donc utiliser les tags qui peuvent vous permettre de créer un spectre et dans un second temps, faire un jet pour l'attaque du spectre avec les tags qui auront été créés, etc.
du spectre que vous avez créé. Ce sera les tags du spectre que vous avez créé qui vont servir à la tag du spectre. Vous voyez, c'est plutôt ça la logique. Et d'ailleurs, on vous en reparle un petit peu mieux ici avec les combos de tags. Il faut vraiment penser les tags en termes de leur utilité de base et potentiellement faire des combos. Avoir des tags qui permettent de préparer une action, puis ensuite d'autres tags qui permettent d'exécuter cette action. Par exemple, faire une action qui crée des nouveaux tags, puisqu'on peut créer des nouveaux tags pendant la partie. Ces nouveaux tags vont nous aider pour une action qui va suivre. D'ailleurs, on nous explique que globalement, il vaut mieux éviter les tags qui sont trop larges. Les tags larges vs les tags précis. Si un tag est trop large d'ailleurs, il est tout à fait legit que le MJ, et d'ailleurs il faut en discuter autour de la table, il est tout à fait legit qu'il soit tellement large qu'on se dise qu'il n'est pas vraiment pertinent. Vous voyez par exemple si mon personnage il est malin, c'est très vague, je pourrais l'utiliser pour hacker, me cacher, etc. C'est peut-être un peu trop large, vous voyez, comme tag. Et le MJ pourrait très bien dire, ouais, enfin, il suffit pas d'être malin pour hacker. Donc là, non, ça s'applique pas. Le fait que tu sois malin, ça marche pas. C'est comme chanceux. Chanceux, c'est trop large. Il y a certains tags qui sont tout simplement beaucoup trop larges pour entrer dans le jeu. Chanceux, c'est vraiment trop large. Sorcellerie, c'est trop large. Il faut préciser les tags. Donc, en général, on va éviter les tags trop larges. Et en fait, quand on va créer les tags, au moment où on les crée, à la création de personnages, pendant la partie, quand il y a des nouveaux tags qui apparaissent, il est important de bien préciser ce qu'on met derrière. Encore une fois, c'est juste une contraction. C'est juste une manière courte de se rappeler qu'il y a ça dans le jeu, en fait. Ne vous inquiétez pas, quand on verra la création de personnages, il y a plein de conseils pour bien créer les tags des personnages. Aussi, un autre conseil qu'on nous donne, c'est pas de double dipping. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faudrait pas utiliser 2 fois les mêmes tags pour une même action. Par exemple, typiquement, si vous utilisez des tags pour fabriquer un objet, en fait, mécaniquement, ça consiste à créer des nouveaux tags, vous voyez. Et ben ensuite, quand vous allez utiliser l'objet que vous avez créé, vous ne devriez pas réutiliser les tags qui vous ont aidé à créer cet objet. Globalement, il faut garder ça un peu en tête. On n'est pas là en mode, ok, il faut noter dans un petit coin que j'avais utilisé ce tag pour pas le réutiliser plus tard. On n'en est pas là non plus. Mais globalement, la logique, c'est ça. S'il y a plusieurs actions consécutives qui s'enchaînent et qui sont toutes liées entre elles, en fait, qui sont, on va dire, plutôt plusieurs parties d'une même action, d'une certaine manière, il faudrait pas, par exemple, que dans le même round, voilà, j'utilise 15 fois le même tag pour faire différents trucs, en fait. C'est ça l'idée. De la même façon que si, par exemple, vous êtes ultra rapide, vous vous battez au corps à corps, vous êtes ultra rapide et vous décidez d'utiliser le tag ultra rapide pour attaquer votre adversaire. Et admettons, vous parvenez à toucher votre adversaire, donc vous lui infligez un statut genre blessé 3, mais vous subissez aussi des conséquences parce que vous avez fait un 7-9. Et ben, le MJ, peut-être qu'il va vous dire, ok, la conséquence que tu subis, c'est que tu prends une patate dans la tronche en contrepartie de ton attaque. Une patate dans la tronche qui va te faire subir un statut sonné 2, par exemple. À ce moment-là, vous, ce que vous allez pouvoir faire, on va y venir très bientôt, c'est que vous allez pouvoir faire un jet de dés pour mitiger le statut que vous allez subir. En gros, un jet pour résister. À ce moment-là, par exemple, on aurait pu se dire, ouais, je peux esquiver, mais comme vous avez déjà utilisé votre tag ultra rapide pour attaquer, vous pouvez pas l'utiliser pour esquiver derrière. On considère que vous avez déjà utilisé ce tag pour attaquer, vous pouvez pas l'utiliser pour votre défense, pour résister à la conséquence de cette attaque qui s'est mal passée, en fait. Ici, d'ailleurs, si ça vous semble plus simple, mais je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Une fois qu'on est bien habitué à la manière dont fonctionnent les tags, qu'on a compris toute cette logique-là, on vous dit qu'il peut y avoir une règle optionnelle si vous sentez que les joueurs, ils ont toujours 50 tags positifs, etc. Donc, en général, c'est que le problème, il vient peut-être un peu plus en amont dans l'écriture des tags et comment on s'en sert. Mais si vous avez le sentiment qu'il y a trop de tags positifs, etc., vous pouvez créer un cap. Par exemple, dire qu'un jet de dés ne pourra jamais se voir avoir un bonus de... Bah, je sais pas moi, vous mettez un plafond à plus 3. Vous mettez un plafond à plus 3, donc même si j'ai 6 tags positifs, bah, quand je jette les dés, je suis à plus 3, et je ne pourrai que dépenser 3 de power pour créer des effets avec mon jet de dés. 3, je pense que c'est un peu faible. Je pense que, voilà, si vous voulez utiliser cette règle optionnelle, vous pouvez prendre un 4. Ça me semble plutôt pas mal. Pour avoir vraiment des actions exceptionnelles, quand même, à plus 4, ça peut quand même être sympa. Mais honnêtement, je pense qu'avec de l'expérience, on se rend compte que cette règle, elle va être rarement nécessaire et que finalement, si on a bien fait les choses, ça va être exceptionnel, qu'on ait, je sais pas, 3, 4, 5 tags positifs pour notre action. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est tellement exceptionnel qu'on se dit, ok, c'est super cool. En fait, je vais pouvoir faire une action de malade mental en un coup. Et donc, on va l'autoriser. C'est si ça devient la norme, qu'il y a tout le temps ça, que ça peut être problématique. Un autre petit truc à noter, c'est qu'on a quand même un échec critique, entre guillemets, et une réussite critique. Parce qu'une fois que vous jetez les dés, donc c'est 2d6 plus votre power. Si vous faites 6-, c'est raté, en gros. Si vous faites 7-9, c'est une réussite mitigée. Et si vous faites 10+, c'est une belle réussite, sans conséquences négatives. Si vous faites un double 1,
c'est une sorte d'échec critique, c'est un snake eyes. Dans ce cas-là, ce sera toujours considéré comme un échec, peu importe le nombre de pouvoirs qu'on avait à ajouter à notre jet de dés. Et de la même façon, si on fait un double 6, peu importe que on avait, je sais pas, -5 pour notre jet de dés, ce sera considéré comme une réussite totale. Maintenant, si on va voir du côté des effets, donc on avait commencé à en parler dans la première vidéo, les effets, c'est quand vous voulez créer des nouveaux statuts, créer des nouveaux story tags, que vous voulez, en gros, que votre jet de dés, il n'est pas que des conséquences narratives, mais que ça s'exprime aussi mécaniquement, en fait, en quelque sorte. Donc, on avait dit que vous allez pouvoir dépenser votre pouvoir pour acheter des effets, en fait. Alors, une première chose à savoir, c'est que même si vous faites un jet avec du pouvoir négatif, genre j'ai 2d6 -2, peu importe, si je fais un 7-9, donc c'est-à-dire une réussite mitigée, j'aurai quand même un point de pouvoir que je pourrais dépenser, et si je fais un strong hit, j'aurai 2 points de pouvoir que je pourrais dépenser, même si j'étais dans le négatif. Une autre petite subtilité, c'est que si je fais un strong hit, là, donc un 10+, c'est-à-dire que normalement je subis pas de conséquences, je peux décider en tant que joueur de quand même subir une conséquence, je l'accepte, pour gagner un point de pouvoir supplémentaire à dépenser dans mes effets. Donc je peux un peu me faire une sorte de petit sacrifice, j'accepte de prendre un coup pour avoir plus de points de pouvoir à mettre dans mes effets et faire un truc de ouf, mais j'en paye les conséquences. Donc ça, j'adore ce genre de règles perso. Donc ça, c'était des petits détails, mais grosso modo, quand j'ai fait mon jet de dés, si je veux créer des effets, je compte mon pouvoir et je peux le dépenser dans ces effets. Bien sûr, cet effet, il doit avoir un lien avec l'action que j'ai essayé de faire. Je peux pas faire tout n'importe quoi. Si par exemple, mon but c'était de soigner un de mes potes là, eh bien, je vais dépenser mes points de pouvoir là pour certainement réduire un statut blessé à 0. Si j'ai des points excédentaires, peut-être lui ajouter un statut positif, genre rassurer, reprend du poil de la bête, je sais pas quoi. Mais je vais pas pouvoir, par exemple, dire qu'en plus je tire des balles sur un ennemi et qu'en même temps je conduis la voiture. Encore une fois, la logique narrative, c'est cette boîte à outils mécanique qui est au service de la narration, d'accord ? La plupart des effets, on nous dit, consistent à faire monter ou descendre des statuts qui soient positifs ou négatifs, ou créer des nouveaux story tags. Et en gros, le coût, c'est plutôt simple. C'est 1 point de pouvoir par tiers pour un statut et 2 points de pouvoir pour créer un nouveau tag. Donc par exemple, je fais un jet à +3, je réussis, j'ai 3 points à dépenser. Je pourrais créer un statut 3, par exemple, où je pourrais diminuer de 3 un statut existant. Ou alors, je pourrais dépenser 2 points de pouvoir pour créer un nouveau story tag et le point de pouvoir résiduel qui me reste m'en servir pour créer un statut 1 ou baisser de 1 un statut existant. C'est aussi simple que ça. En fait, là, quand vous voyez ici, tout ce truc-là, c'est beaucoup plus compliqué que ce que c'est en réalité mécaniquement. On vous dit que vous pouvez créer un effet d'attaque, un effet d'influence, un effet d'affaiblir, de créer, etc. Mais grosso modo, ça consiste juste, c'est plus de l'inspiration si vous voulez, ça consiste juste à créer des statuts, détruire des statuts, créer des story tags, détruire des story tags. Donc c'est très très détaillé parce que on n'est pas habitué à ce genre de mécanique, mais honnêtement c'est aussi simple que ça. Un truc qui est important de retenir aussi, c'est que il n'y a que les joueurs qui jettent les dés, on est bien d'accord. Et il y a que au PJ, enfin aux joueurs, que s'applique cette règle de quand je fais un jet de dés, je peux dépenser des points pour créer des statuts, etc. Le MJ, lui, il est complètement libre. Il est complètement libre. Bon, après, il faut pas faire le débile, hein. Mais il est complètement libre de dire que quand le PJ se prend cette balle, c'est un statut blessé 3 qui s'applique, un statut blessé 4, un statut 5, 6. Bon, s'il fait 6, le PJ est mort, donc c'est un peu violent. Lui est complètement libre, il n'a pas besoin de penser, de dépenser comme ça des points ou des trucs. Lui, c'est juste, quand il y a un PJ qui rate son jet de dés, il peut lui affliger la conséquence qu'il veut. Et s'il y a un PJ qui ignore une menace complètement, par exemple, il y a, je sais pas, tous des flingues qui sont braqués sur lui, il est à couvert, il décide de réagir en disant « je m'en fous, je cours vers mon pote pour le soigner », boum, le MJ, il s'exécute, il lui balance une conséquence. Il peut faire ça. Il a ignoré la menace des flingues qui étaient pointées sur lui. Ici, on a un truc sur le player versus player. Je pense que on n'est pas obligé d'aller jusque là. On va plutôt regarder, voilà, les exemples, par exemple, de conséquences, l'arsenal de conséquences du MJ. Donc, ça peut être détruire un tag positif pour les joueurs. Ça peut être juste une conséquence narrative, genre il y a un de vos alliés qui meurt, il y a des renforts qui arrivent, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être, je te mets un statut qui vient t'affaiblir parce que t'es blessé, etc. Ça peut être, je fais apparaître des nouveaux obstacles. Ça peut être faire avancer un statut qui sert de compte à rebours, par exemple, pour l'explosion d'une bombe. La bombe, elle était à va exploser 3, elle passe à va exploser 4. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Ça peut être pour une course-poursuite, vous êtes poursuivi par des adversaires. J'augmente le statut. Ils sont derrière moi. Il était à 3. On a décidé que si ça arrivait à 5, les PJ se faisaient choper et ils étaient obligés de faire face à leurs poursuivants. Là, conséquence, les PJ, ils ont pas couru ou alors ils ont mal couru, ils se sont cassés la gueule, je sais pas quoi. Je fais passer de 3 à 4 et à 5, le combat sera inévitable, vous voyez. Je peux divulguer des informations que les PJ auraient pas voulu voir. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, c'est
c'est des trucs purement narratifs où on n'a pas besoin de mécanique à la base. En fait, la question que vous allez devoir vous poser en tant que MJ à chaque fois, c'est plutôt est-ce que j'ai juste envie que ce soit une conséquence narrative, boum, telle quelle, ou est-ce que j'ai envie que ce soit un truc qui est traqué, un truc qui évolue, un statut qui avance petit à petit mécaniquement, ou est-ce que j'ai envie que ce soit un nouveau story tag problématique qui apparaît. Vous allez, encore une fois, faire passer la narration avant la boîte à outils et aller piocher dans la boîte à outils quand vous en avez besoin. C'est ça qui est, pour moi, vraiment très très cool. Pour ce qui est des statuts, donc ici on a un petit peu une idée. Donc un statut 0 en fait n'existe pas et n'a pas d'effet, hein, tout simplement. Un statut tier 1 c'est faible, ensuite c'est mineur, majeur, dramatique, incapacitant. Quand on arrive à un statut 5 c'est incapacitant, donc c'est vraiment violent. Narrativement, ça veut peut-être dire que le joueur est dans le coma, hein, tout simplement, et qu'en fait il peut plus agir. S'il a, je sais pas, inconscient 5, le joueur, ça veut pas juste dire qu'il a -5 à ses jets de dés. On a écrit qu'il était inconscient, il ne peut plus rien faire. La narration avant la mécanique. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut le réveiller, on va devoir faire baisser ce statut pour qu'il soit plus à 5, qu'il soit au moins à 4 ou moins. Et peut-être que quand on va réveiller le joueur qui était inconscient, on va faire passer le statut de inconscient 5 à sonner 2. Donc le statut mérite toujours d'exister, le joueur a toujours -2, mais maintenant il peut à nouveau agir. S'il retombe à inconscient 5, il peut plus agir. Et potentiellement, ce statut, ça peut être, je sais pas, j'essaie de déplacer quelqu'un qui a inconscient 5, j'ai -5 pour le déplacer. Moi, je peux agir, parce que je suis pas inconscient, mais j'essaie de déplacer le personnage qui a inconscient 5, donc il est lourd comme pas possible, j'ai peut-être -5 à mon GD pour essayer de le déplacer. Quand on arrive à 6, c'est létal ou une transformation permanente. Et encore une fois, c'est la narration qui prime. Peut-être que vous n'avez pas envie d'un jeu létal. Et vous pourrez dire que quand on arrive à 6, bah, c'est pas la mort, mais c'est un truc qui a des grosses conséquences. On réfléchit ensemble à ce qui se passe dans la narration ou est-ce qu'on doit changer un truc sur la feuille de personnage. C'est possible aussi. Voilà, grosso modo. Un petit truc à noter, c'est sur la progression des statuts. Comment ça marche? En fait, quand j'ai un statut qui est à 3, comment je fais pour le faire passer à 4, 5, 6? En fait, c'est simple. Les statuts se stackent. Si par exemple, j'affronte un spectre, ce spectre, il est banni 3. Vous voyez, il a déjà subi le statut banni 3. Il y a un joueur qui lui a mis banni 3. Disons qu'on doit l'amener à banni 5 pour l'éliminer. Donc on veut faire monter le statut banni jusqu'à 5. Ensuite, il y a un autre joueur, il fait à peu près il lance un autre sort ou il fait un autre truc pour essayer de le bannir. Mais lui, il arrive que à lui infliger un statut 2. Donc il lui inflige un banni 2. Bah, ça va donner un banni 2. Enfin, on va cocher ou on va noter quelque part, peu importe, qu'il a un statut banni 2 et un statut banni 3. Vous voyez, le fait qu'il soit banni 3 et qu'il y ait quelqu'un qui lui mette un banni 2, ça le fait pas directement passer à banni 5. Ça fait que maintenant, il est banni 2 et banni 3. Et comment je fais pour aller jusqu'à 5 du coup? Bah, c'est simple. Si j'ai déjà un statut banni 3 et qu'on me remet un statut banni 3, par exemple, comme la case est déjà cochée, je vais passer au-dessus. Vous voyez ici, on le voit très très bien. Par exemple, là, je suis blessé 4. Je me reprends un statut blessé 4. J'étais déjà blessé 4. Donc, on va cocher que maintenant je suis blessé 5. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas la place, eh ben on décale à droite. Et pour la réduction, c'est un petit peu différent. La réduction, en fait, on va tout simplement tout décaler. J'étais confiant 2 et 4 et on me réduit de 1 mon statut confiant. Et ben maintenant, je suis confiant 1 et 3. Nous, ce qui nous intéresse mécaniquement, c'est jamais le chiffre le plus bas. Il faut se rappeler que dans une action, on applique toujours le statut positif ou le statut négatif qui a le tiers le plus élevé et on s'intéresse qu'à ça. Donc si j'ai un statut confiant 2 et un statut confiant 4, je n'ai que un plus 4, d'accord? On prend que le truc max. Ensuite, on nous reparle des limites. Donc les limites, c'est ces fameuses sortes de barres de progression pour accomplir un challenge. Je vais essayer de trouver un profil de challenge là. Les limites, il faut bien comprendre que c'est que pour les challenges. En gros, nous, les PJ, le moment où ils sont KO, etc., c'est quand ils atteignent un statut 5 incapacitant ou un statut 6 létal ou permanent, là. Mais ils n'ont pas à proprement parler de barre de vie, etc., les PJ. Les challenges, c'est différent. Typiquement, les Nitro Game Members, là, eux, si on les amène à un statut 3 en blessure, ils sont neutralisés, on passe à la suite. On considère qu'ils sont vaincus, quoi, narrativement parlant. S'ils sont menacés 4, c'est la même chose. Donc ça, c'est la limite. Donc si vous voulez un personnage très résistant, un PNJ très résistant, un adversaire très résistant, vous pouvez dire que lui, il faut l'amener à un statut blessé 5 minimum, blessé 6. Ça, c'était nos fameuses limites, mais on en a déjà parlé. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Là, il y a encore, voilà, on va être dans du détail après, puis on va commencer à arriver dans la création de personnages, dans l'équipement. Je pense que ça mériterait une autre vidéo sur ces trucs un peu plus spécifiques. Donc, j'espère que ça vous aide. Honnêtement, je pense que si vous n'avez pas le livre, si vous n'avez pas joué à City of Mist, etc., vous pouvez pas apprendre le jeu là juste en regardant la vidéo. Mais j'espère que ces vidéos, en tout cas, vous, au cours de votre lecture, elles vont pouvoir vous accompagner pour essayer de mieux comprendre le truc. Par exemple, si vous aviez un petit peu de mal avec l'anglais, pour le réentendre autrement, etc. La prochaine fois, donc, on ira voir la création de personnages pour voir vraiment comment on crée les tags, tout ça, les différentes manières de créer un personnage. Ce sera aussi un gros morceau, je pense. Puis ensuite, je ferai des vidéos sur des plus petits trucs, comme l'échelle, qui est une mécanique
qui honnêtement peut être utilisé un peu plus sur le tard quand vous commencez à bien connaître le jeu, comme le loadout, qui est peut-être un peu plus nécessaire pour commencer à jouer, mais qui est assez spécifique, c'est comment on s'équipe avant la mission, l'évolution des personnages, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous, et on se retrouve dans d'autres vidéos.